Bonjour, je vais vous faire une présentation sur la Low Fragmentation Heap. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la Low Fragmentation Heap? Donc c'est le front-end allocator pour Windows, donc en userland. Je ne parle pas du tout de kernel pool. Qu'est-ce que ça veut dire le front-end allocator? Bon, je vais y revenir juste après, mais basiquement c'est une partie de malloc, c'est une partie du malloc de Windows, pour faire simple pour les gens qui connaissent Linux. Donc, de quelle implémentation je vais parler? Je vais parler de Windows 8.1, sauf que moi j'ai commencé à travailler sur ça sur Windows 8. J'ai commencé à reverse sur Windows 8. Donc il y a des petites parties où je peux mettre un peu en mêlée. C'est peu probable normalement. Et normalement, tout ce qui est sur les slides vient bien de Windows 8.1. Et j'ai travaillé que sur la version 32 bits. J'ai pas travaillé sur la version 64. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout simplement parce que la heap, et en particulier la Low Fragmentation Heap, c'est intéressant quand on va vouloir quand on va vouloir exploiter sur notre heap. Donc on va avoir un use after free, un buffer overflow sur la heap, et ainsi de suite. Et c'est important de bien comprendre comment marche cette heap pour pouvoir avoir plus de contrôle. Donc clairement, pour que le talk tienne en 45 minutes, il y a plein de choses qui sont laissées de côté. Donc, comment marche globalement la gestion de la heap sur Windows? En gros, donc les fonctions d'allocation de Windows, ça va être heapalloc et heapfree, qui vont en fait arriver sur une représentation intermédiaire, sur une couche intermédiaire, qui va, elle, décider de qui va gérer l'allocation ou le free, donc le front-end ou le back-end. Le front-end, ça va être la Low Fragmentation Heap. J'y reviens juste après. Et le back-end, ça va être quelque chose de plus classique, sachant que le tout repose sur le système en lui-même, l'équivalent de MMMap pour Windows. Qu'est-ce que j'oublie de dire? Donc oui, la Low Fragmentation Heap, donc le front-end, il va gérer qu'une partie des allocations, donc les allocations qui ont une taille inférieure ou égale à 16 kilobytes, donc 0x4000 si je ne me trompe pas. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce n'est pas deux heaps différentes, c'est la même heap. C'est juste que c'est une différente manière de gérer la mémoire. Donc la Low Fragmentation Heap, elle a été release sous Windows XP, donc en 2001, mais elle n'était pas activée par défaut. Il y avait à l'époque un autre front-end allocator, qui était la Look-Aside List, qui depuis Vista a disparu, et depuis Vista, donc c'est la Low Fragmentation Heap qui est activée par défaut. Donc j'ai fini l'introduction, c'est divisé en plusieurs parties. Comment ça marche? Je vais commencer par une partie qui n'est pas vraiment très intéressante, mais qui est malheureusement obligatoire, qui est juste les structures. Si on ne comprenait pas les structures de la Low Fragmentation Heap, on ne comprend juste rien derrière. Ensuite, je vais parler de l'allocation et du free. Ensuite, je vais parler des mitigations, donc des protections qui ont été introduites dans Windows pour aider à gérer les corruptions mémoire sur la heap. Et puis, je vais finir par quelques observations sur l'état de la heap actuelle et une conclusion. Donc, comment ça marche? Alors, j'imagine que vous voyez absolument rien à ce qui a marqué sur ce schéma. C'est l'ensemble des structures, c'est les structures qui vont être les plus importantes pour la Low Fragmentation Heap. C'est bien sûr incomplet. Les structures sont beaucoup plus grosses que ça. Et il manque évidemment énormément de structures. C'est juste un condensé de ce qu'il y a de plus important. Donc, je vais zoomer. Donc, au départ, on a la structure. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire. Heapalloc et heapfree, contrairement à malloc ou free sous Linux, ils ne prennent pas qu'une taille ou notre pointeur. Donc, heapalloc, il va prendre une structure qui est la heap base, donc une structure qui s'appelle underscore heap, qui représente notre heap. Il va prendre des flags et il va prendre la taille. Et heapfree va prendre la heap base, des flags et le pointeur qu'on veut free. Donc, cette structure, il y a plein de choses dedans. Ce qui va nous intéresser, premièrement, c'est les force flags. Donc les force flags, comme je viens de dire, il y a des flags qui sont passés à ces deux fonctions. C'est des flags qui vont être mis au niveau de la heap et qui vont être assurés d'y être tout le temps. Comme les flags sont importants en fonction de comment est gérée la mémoire,
c'est important de savoir que ça existe. Ensuite, il y a le front-end heap. Donc front-end heap, actuellement, c'est forcément ou nul ou un pointeur sur une low fragmentation heap, vu qu'il n'y a plus d'autres front-end. Je reparle de la low fragmentation heap juste après. Ensuite, il y a le front-end heap type. Donc c'est pareil, c'est un nombre qui indique quel type de front-end on a. Donc actuellement, c'est 0 s'il n'y a pas de la low fragmentation heap n'est pas activée, ou 2 si elle est activée. Avant, il y avait donc la look-aside list qui avait un autre numéro. Ensuite, un champ vraiment important qui est le front-end heap usage data. Front-end heap usage data, ça va permettre de stocker si la low fragmentation heap, elle est activée pour une heap et aussi pour une size particulière. C'est-à-dire que on va pas toutes les allocations ne vont pas forcément reposer sur la low fragmentation heap. Donc j'ai déjà dit que c'était forcément des allocations inférieures à 16 kilooctets, mais il va y avoir un temps d'activation, un certain nombre d'allocations avant l'activation de cette heap. Et donc, tant que ce n'est pas activé, pour une taille précise, on va stocker dans front-end heap usage data le compteur qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut qu'on l'active. Et donc, dans front-end status bitmap, il va y avoir, c'est une bitmap qui correspond en fait à si la low fragmentation heap est activée pour cette size précise. Donc, si c'est 0, c'est pas activé, si c'est 1, c'est activé. Et donc, dans la low fragmentation heap, il y a la heap, et ensuite, il y a deux structures qui nous intéressent, c'est les buckets et le segment info array. Donc, le bucket. Les buckets, c'est juste une... alors, bon, ça se voit pas bien sur le schéma, mais en fait, quand les flèches sont en pointillés, ça veut dire que c'est pas un pointeur, c'est mis dans la structure, c'est juste sorti pour simplification. Et quand c'est une flèche pleine, normalement, c'est un pointeur. Donc, dans les buckets, donc c'est un tableau, il y en a un par type d'allocation. Il va y avoir trois choses. Donc les flags. Les flags, bon, c'est pas très intéressant. Ça va permettre, il y a un flag pour savoir si on a Affinity d'activer. Donc c'est une particularité. En fait, ça permet de gérer, de savoir si on doit gérer un type d'allocation enfin, un CPU gère un type précis d'allocation. Je ne vais pas en parler, ça complique juste les choses pour pas grand chose. Il y a un flag qui permet le debug, et il y a aussi enfin, il y a un bit qui permet le debug, et il y a aussi un bit qui permet d'activer tout le temps les guard pages. Ensuite, il y a le size index. Alors, que je dise pas de bêtises. Oui, donc le size index, ça va être en fait l'index correspondant pour ce bucket dans le segment info array. C'est-à-dire que, si je reviens sur le schéma, on va avoir notre heap, on va récupérer, grâce à l'argument, quel bucket on a, et grâce au bucket, on va savoir quel segment info array on a, enfin quel segment info on a. Et enfin, il y a le block unit qui est la taille dont on va avoir, qui va servir pour les chunks alloués sur celui-là. Donc ensuite, le segment info. Donc le segment info, donc il y en a un par type de taille. Il y a deux champs qui vont nous intéresser dedans. Il y a le bucket index, donc c'est toujours pareil. Le bucket index, c'est notre index dans ce tableau-là. Et le active subsegment. Le active subsegment, ça va être le segment suivant qui va nous permettre d'arriver à... Alors oui, j'ai pas dit, en vert, c'est les datas qui vont être mis par l'user, en fait, ici. Ça, c'est juste nos métadatas, juste avant. Donc, qui va nous permettre d'arriver encore plus proche de nos données. Si je reviens en arrière, voilà. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que dans heap local segment info, même si c'est pas mis ici, il y a aussi des champs qui servent pour le cache, etc. Donc en gros, je vais probablement passer par manque de temps. Donc ensuite, on a récupéré donc notre active subsegment et on va dedans avoir plusieurs informations intéressantes. Il y a le local info, c'est juste un pointeur en arrière sur le segment info. Ça va te permettre, quand on revient pour le free, quand on va faire l'inverse, en fait le chemin inverse, de remonter en arrière. Il y a le user blocks, donc ça c'est vraiment la structure qui va contenir d'abord un header, puis des métadatas pour nos données, puis nos données de l'utilisateur, et un aggregate exchange. Donc aggregate exchange, deux champs, devs, qui est le nombre je vais y arriver, d'entrées qu'il va y avoir de libre
dans notre user blocks. Alors user blocks, c'est le heap user data header. Hein. Et le int qui va contenir l'offset de notre, enfin pas l'offset, en fait, qui va servir à calculer l'offset de notre dernière allocation. On ne sait plus vraiment utiliser le int. Le int, en fait, il est mis que sur 15 bits. Le dernier bit sert de lock, donc avec une spin lock à chaque fois, c'est dans les algorithmes. C'est intéressant pour juste un truc dont je parlerai tout à l'heure. Ensuite, donc, le user block, on a d'abord un champ qui nous dit si on a une guard page, dont je reparlerai à la fin. Ensuite, on a l'encoded offset. Donc, l'encoded offset, il contient le first allocation offset, qui va être en fait l'endroit à partir duquel on va avoir notre première heap entry, donc nos premières metadata qui sont suivies de nos premières data allouées pour l'utilisateur, et le block stride, qui est la taille de chacune de nos entrées. Alors, si vous êtes familier avec la low fragmentation heap de Windows 8, en fait, là, c'est la grosse différence dont je vais parler dans cette conférence entre Windows 8 et Windows 8.1. En gros, tout le reste, c'est pareil. Enfin, tout ce que je vais dire, c'est pareil, même s'il y a eu des changements. Ensuite, il y a la Busy Bitmap. Donc, c'est bien, on a derrière toutes nos entrées. Le problème, c'est qu'on veut savoir lesquelles sont free ou sont utilisées. Donc, pour ça, on a une bitmap qui va juste être à 1 si c'est utilisé, si c'est busy, et à 0 si ça ne l'est pas. Et ensuite, on a le header, donc qui commence à first allocation entry, qui va être donc nos metadata. Alors, c'est la structure traditionnelle que vous voyez ici. En réalité, size flag et small tag index, ça sert plus du tout à contenir la size, les flags et le small tag index. Ça sert à contenir un pointeur encodé vers le heap subsegment, ce qui va nous permettre de revenir quand on free, de retrouver le subsegment. Ensuite, on a la previous size, qui va être notre offset de cette entrée dans notre bitmap, et le unused byte. Le unused byte, alors il est, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, il n'est absolument pas inutilisé. Il sert à déterminer plein de choses, donc déjà il va permettre de déterminer si on utilise la low fragmentation, si cette entrée utilise la low fragmentation heap ou non. Il va permettre de déterminer si c'est alloué ou pas. Il va permettre aussi de déterminer pour le back-end, il va permettre de déterminer si c'est virtual alloc ou pas, et ainsi de suite. Donc il n'est pas du tout inutilisé, il stocke plein d'informations. Voilà. Bon, donc on a fini pour les structures, commencer à parler de l'allocation. Donc, quand on va allouer, on va appeler heap-alloc ou malloc, et ça va nous retourner nos données pour notre utilisateur. Donc c'est ce que j'expliquais au début, on va passer par une couche intermédiaire, qui va être la fonction RTL allocate heap. Donc en fait, heap-alloc, c'est juste un wrapper sur RTL allocate heap. C'est exactement la même chose. Sachant que les implémentations de malloc sous Windows, je ne les connais pas personnellement, mais si elles se reposent sur heap-alloc, ça va donner la même chose. Et donc, qu'est-ce que RTL allocate heap est chargé de faire? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va vérifier qu'on a la taille minimum et qu'elle est alignée. Donc notre mémoire est alignée. Quelque chose que j'ai encore oublié de dire. Ensuite, voilà, c'est aussi cette partie-là qui va s'assurer que nos flags sont corrects avec les force flags. Donc c'est juste un OR, hein, il force les force flags. Oui, il s'assure que la taille n'est pas aberrante, donc elle n'est pas supérieure à 0x7 FFFFF. J'espère que j'ai dit le bon nombre de F. Et enfin, il va décider, surtout le plus important, qui doit utiliser pour gérer cette requête. Est-ce qu'il doit utiliser la low fragmentation heap ou le backend? Donc pour savoir s'il utilise la low fragmentation heap, il va vérifier que la size est inférieure ou égale à 0x4000, que la low fragmentation est enable et est activée pour la heap, et que la low fragmentation heap est activée pour cette taille-là. Donc, ah oui.
On va commencer par parler du back-end. Alors oui, aussi sur ce schéma, je vous ferai remarquer que si la low fragmentation heap fail à allouer, on réessaye d'allouer avec le back-end. On ne retourne pas directement si la low fragmentation heap fail. Donc, RTLP allocate heap, donc il y a un P en plus par rapport à la fonction de base, c'est la fonction qui va permettre qui est le back-end pour l'allocation. Je suis obligé de vous parler un peu du back-end pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la low fragmentation heap, elle n'est pas activée par défaut et c'est le back-end qui va se charger de l'activer. Donc déjà, il y a une chose à savoir, il y a un flag qu'on peut mettre pour une heap, c'est heap no serialize. Ce flag, il va juste dire de ne pas utiliser la low fragmentation heap. Donc s'il est activé, on n'utilise pas la low fragmentation heap. Et en gros, il n'y a rien qui s'active. Ensuite, comment le backend va dire qu'on a besoin d'activer la low fragmentation heap, il va setter un bit dans compatibility flags, qui fait partie de notre structure underscore heap. Bon, je ne l'avais pas mis sur le schéma avant ce champ, mais il est dedans, et qui va dire qu'on a besoin d'allouer. Donc la première chose que fait cette fonction, RTLP allocate heap, c'est en fait appeler celle-ci, RTLP perform heap maintenance. Cette fonction, ce qu'elle va faire, bon, elle fait plusieurs choses, mais du point de vue qui nous intéresse, c'est elle qui va être chargée de créer et d'initialiser la low fragmentation heap quand le compatibility flags est set. Enfin, le bon bit dans le compatibility flags est set. Donc comment ça arrive? Si le backend reçoit une allocation qui est éligible pour la low fragmentation heap, c'est-à-dire qu'il y a une taille inférieure à 0x4000, et que la low fragmentation heap n'est pas activée, il va juste set le compatibility flag. C'est-à-dire, prochaine fois qu'on va passer par le backend, la low fragmentation heap va être initialisée. Si la low fragmentation heap n'est pas activée pour cette size, il va ajouter dans le front-end heap usage data dont je vous parlais tout à l'heure, 0x21. Et il va tester derrière cette valeur pour savoir s'il doit activer la low fragmentation heap pour cette taille précise. Donc comment il fait? En fait, il compare à une valeur. Donc il faut que ça soit supérieur à 0xFF ou que les 8 derniers bits soient supérieurs à 0x10. Ce qui veut dire du coup qu'on doit avoir 0x10 allocations consécutives pour activer la low fragmentation heap. Je dis consécutive parce que si on a un free au milieu, on rediminue le compteur et du coup il faut des allocations en plus. Donc c'est très bien. Maintenant on veut activer on a nos 16 allocations, on veut activer la low fragmentation heap pour cette size précise. On va mettre dans le front-end heap usage data le bucket index dont on va avoir besoin derrière et on va mettre le front-end heap status bitmap à 1 pour dire que c'est activé. Et du coup la prochaine fois qu'on va passer ici, on va passer par la low fragmentation heap et puis par le backend. Donc, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc, il faut que pour arriver sur la low fragmentation heap, il faut que ça soit inférieur à 0x4000. Il ne faut pas qu'il y ait heap no serialize. Il faut que le front-end heap status bitmap soit 1. Et dans ce cas-là, on appelle RTLP low frag heap alloc from context. Donc, il y a tout ce qu'on pourrait s'attendre de traditionnellement. Donc, le pointeur sur la low fragmentation heap, la taille et les flags. Et il y a aussi le bucket index que, si je reviens juste avant, on a stocké ici dans front-end heap usage data. Donc, voilà un schéma basique de comment marche l'allocation dans la low fragmentation heap. Alors c'est vraiment très basique. Cette partie-là, c'est les 95% du code de la fonction et je l'ai juste ignoré. Enfin, j'ai juste ignoré. Je vais vous en parler un peu, mais pas beaucoup. Donc on commence par une initialisation. Donc, dans l'initialisation, on va, premièrement, on a notre low fragmentation heap qui nous est passé en argument. Première chose et on a le bucket index. Donc, première chose qu'on va récupérer, c'est le bucket correspondant à notre taille. Ça va nous permettre de récupérer le size index qui va nous donner l'index dans le segment info array. Du coup, on va récupérer notre segment info grâce à ça. Ce segment info, il contient, ce qui nous intéresse, c'est le active subsegment. Donc là, il va faire un check, il va vérifier que le active subsegment n'est pas nul. S'il est nul, il va aller dans la partie dont j'ai dit qu'il contenait 95% du code, c'est-à-dire vérifier le cache et essayer d'allouer un subsegment si on n'en a pas. J'y reviens tout à l'heure. S'il n'est pas nul, on va récupérer le heap subsegment qui lui-même contient du coup notre user block, qui on va aussi tester s'il n'est pas nul.
Il y a aussi un autre test qui est intéressant c'est qu'il vérifie que le local info, donc un pointeur qui est le pointeur sur le segment info, est pas différent du segment info qu'on vient de récupérer. Donc c'est typiquement un test pour vérifier qu'il n'y a pas eu une corruption de nos données dans nos structures. Une fois qu'on a le user block, on va passer à la sélection de la chunk qu'on va prendre. Donc la sélection de... je m'aperçois que j'ai défini ni block ni chunk. Alors block, c'est l'unité de mesure de la low fragmentation, enfin de la heap, c'est 8 bytes. Et une chunk, c'est juste ce qu'on va retourner à l'utilisateur, donc l'endroit où il va mettre ses données. Voilà. Donc quand on va vouloir allouer une chunk, on va aller regarder dans notre bitmap. Et on va trouver, le but, ça va être de trouver un bit qui est à 0, donc qui est unused, pour pouvoir le passer en used et récupérer l'heap entry et l'espace correspondant. Donc, depuis Windows 8, il y a quelque chose d'intéressant qui a été intégré, c'est que ils ont fait en sorte que la heap soit plus déterministe. C'est-à-dire que si je vais allouer une taille précise, je la free et je la réalloue juste derrière. Normalement, ce que vous avez avant Windows 8 et ce que vous avez toujours sur Linux à ma connaissance, vous allez avoir exactement le même pointeur. La deuxième fois au deuxième alloc qu'au premier, parce que vous l'avez free entre temps et juste il va récupérer celui qui vous a renvoyé juste avant. Donc c'est super pratique quand on fait de l'exploitation parce que ça nous permet pour un typiquement un use after free, on va récupérer on va free notre structure qui ne devrait pas l'être, on va réallouer la même taille, on va récupérer le même pointeur et après on va l'utiliser après le free et du coup on a gagné. Donc le but c'est de casser ça et de casser aussi toutes les techniques qui permettent de facilement de positionner facilement notre chunk juste avant notre chunk vulnérable juste avant celle qu'on veut corrompre. Donc pour ça, il va utiliser deux choses. Il va utiliser un tableau qui est RTLP Lowfragheap Random Data, qui est initialisé au moment de la création de la Low Fragmentation Heap, et qui contient juste des valeurs random. Ce tableau, il est aussi update au moment de la création d'un subsegment, dont je reparlerai un peu après. Et il va utiliser une autre chose, le Lowfragheap Data Slot, qui est juste un compteur qui est situé dans le thread environment block et qui va juste être incrémenté à chaque fois qu'on fait une allocation. On récupère dans le tableau à l'index qui est pointé par ce compteur notre valeur et ça nous donne en fait le point de départ dans notre bitmap, donc dans notre buffer de RTL underscore bitmap. Ça nous donne le point de départ, ça nous donne pas l'endroit où on va allouer parce que le point, comme c'est random, c'est probable, enfin c'est possible ou probable que la chunk qu'on récupère soit déjà allouée. Donc en fait, il va juste faire un ROR pour ceux qui voient l'instruction à l'assembleur pour du buffer, partir à partir de cette instruction-là et calculer l'endroit. Il va trouver la première chunk free à partir de cet endroit-là. Donc, si tout s'est bien passé, on va aller dans allocate. C'est-à-dire qu'on va juste dire maintenant c'est bon, j'ai une chunk qui est free, je vais la réserver. Donc comment on la réserve? Premièrement, on va mettre, je vérifie que j'oublie rien. Ouais. On va mettre le bit dans la bitmap A1 pour dire que c'est utilisé. On va update le unused byte pour dire que c'est utilisé. On va update la def pour dire qu'il y a une chunk de moins de libre. Et après, il va faire d'autres choses. Donc, par exemple, s'il y a un flag qui est set, il va même set la mémoire à 0. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Voilà. Bon, il doit faire d'autres choses que je m'en souviens plus actuellement. Voilà. Donc ça, c'est tout. Si tout se passe bien. Et après, donc si tout se passe bien, là, après le allocate, il retourne ce qu'on vient d'allouer. S'il y a un problème, donc si typiquement le active subsegment ou le user block sont nuls ou sont pas cohérents, on va passer dans une partie où il va faire pas mal de choses, donc que j'ai réduite à un seul bloc. En gros, ce qu'il va faire, c'est checker le cache, parce que donc il a un cache, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Il va
vérifier qu'il peut pas free, enfin qu'il n'a pas des choses qui doivent être free pour permettre d'avoir plus de place. Et s'il peut pas faire ça, il va essayer d'allouer un user block ou de le récupérer du cache, puis d'allouer un user block ou puis d'allouer un subsegment et le récupérer du cache. Pas de sujet. Ah bon. Voilà. Et il va les initialiser et puis s'en servir après. Donc il va les lier, il va les remettre. Si je reviens en arrière, il va les mettre dans le current user block et dans le. Si j'ai un moment le schéma. Excusez-moi. Et dans le active subsegment pour le subsegment qui crée. Hop. Voilà. Donc donc ça va faire plein de tests dont je vais en gros pas parler. Le seul moment où ça va fail, en fait, le seul moment où on va sortir, c'est s'il n'arrive pas à allouer un user block ou un subsegment avec RTL allocate heap. Donc en fait, c'est une fonction qui va se rappeler elle-même juste pour essayer, enfin pas se rappeler elle-même, mais rappeler son parent pour essayer d'avoir de l'allocation. Et si cette allocation il fail, c'est-à-dire qu'il peut rien faire, donc il va juste return, ce qui veut dire que ça va être le back-end qui va essayer de gérer l'allocation. Une autre chose importante, c'est que si on alloue un subsegment, on va update, on va mettre à jour RTLP lofrag heap random data. Donc on va pas complètement la réinitialiser, mais on va en changer quelques valeurs. Ah, bah, j'ai mal là. Voilà. Donc au final, initialisation. Ah oui, et si on a réussi à créer ou si on a trouvé des choses dans notre cache, on revient au départ et on recommence. Donc au final, initialisation, on récupère une chunk random qui est free. Si tout se passe bien, on l'alloue. S'il y a un problème, on va dans le cache, on essaye de réallouer et on recommence. Voilà. Donc, le free. Donc c'est presque le même schéma. On a le heap free, on a toujours notre représentation notre couche intermédiaire, donc qui va être RTL free heap, notre backend qui va être RTLP free heap, et notre front-end. Alors vous voyez sur ce schéma, j'ai pas mis un nom de fonction ici parce que depuis Windows 8.1 en fait, la gestion de la low fragmentation heap pour le free est dans RTL free heap, alors qu'avant c'était pas le cas. Bon, c'est un peu bizarre, sachant que la fonction qui faisait ça avant existe toujours et est utilisée ailleurs. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de gros changements. Donc, le back-end, rapidement, pourquoi c'est intéressant? C'est toujours pareil, c'est pour savoir quand on active. Donc en gros, si on rentre dedans et que c'est quelque chose qui pouvait être utilisé par la low fragmentation heap et que la low fragmentation heap n'est pas activée pour cette taille-là, on va diminuer le compteur qui va nous permettre de savoir quand on doit l'activer. Ensuite, voilà, donc c'est ce que je viens de dire, c'est un petit changement entre Windows 8 et Windows 8.1. On ne sait plus gérer par RTLP lofrag heap free. Par contre, c'est la même idée, c'est presque le même algorithme. Il y a quelque chose qui change. Pour dire que ce qu'on va faire pour dire que c'est free au niveau du unused byte, c'est mettre 0x80 et ah oui, et quelque chose de marrant en fait quand on rentre dans la partie low fragmentation heap de la fonction RTL free heap, on retourne toujours vrai, on ne peut pas fail. Voilà. Donc, comment ça se passe dans le free? Donc pareil, on va avoir une partie d'initialisation, sauf que du coup, là ça va être l'inverse. On a au départ notre pointeur sur nos données, donc à partir de ça, on peut en déduire notre heap entry. À partir de la heap entry, on va récupérer le size, le flag, le small tag index, qui vont nous permettre de récupérer le subsegment. Le subsegment, il va nous permettre de récupérer le user block, et ainsi de suite. Donc là, on a en gros, à partir de size, flag, small tag index, on va récupérer toutes ces structures-là. Sachant qu'on a aussi, faut pas oublier, qui est passé en argument, la heap de base. Est-ce que j'oublie rien non plus là-dessus? Ah oui, et donc, ici, en fait, il y a une possibilité pour qu'on aille dans le fail, qui donc retourne quand même vrai, ça a marché. En gros, quand on va essayer de récupérer cette valeur-là, enfin cette structure-là, donc on va essayer de la récupérer avec une spin lock, je l'ai dit tout à l'heure. Si la spin lock prend trop de temps, on va juste fail. Donc, je vais y reparler juste après. Et sinon, quand il y a une autre condition,
Ah oui, si on l'a récupéré mais que def est égal à -1, on va fail aussi. Donc je ne sais pas dans quel cas def peut être égal à -1, mais voilà. Si on réussit, on va la marquer comme free. Donc la marquer comme free, ça va être reset la bitmap ici à 0, reset le unused byte à 0x80. Donc 0x80, ça veut dire que c'est utilisé par la fragmentation heap et que c'est libre. Et c'est tout. Par contre, si on n'a pas réussi, donc si on a eu un problème avec la spin lock ou si le def c'était égal à -1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste prendre la chunk, il va mettre le unused byte, je sais pas, non, pas de... il va mettre le unused byte à 0x80 et il va le mettre dans une liste qui s'appelle la delay free list et qui est en fait une liste qui va essayer de free plus tard parce que pour l'instant il n'a pas réussi à acquérir la lock, donc il se dit peut-être je vais attendre un peu et je verrai plus tard. Voilà. Et il retourne. Donc une fois qu'on a marqué, donc j'ai fait quelque chose qui est absolument pas linéaire, je suis passé du free au fail et je repasse à la suite du free. Donc si on a réussi à free sans problème, ce qu'il va faire derrière, c'est qu'il va check le user block. Donc c'est pareil, ça c'est 95% du code de la fonction. En gros, ce qu'il va faire là-dedans, c'est d'abord essayer de vérifier, de parcourir la delay free list, donc ce qu'on a mis si on a fail à un moment, pour essayer de les free. Donc c'est à ce moment-là qu'il va essayer de les free. Ensuite, il va faire pas mal de choses, il va vérifier que le user block est encore utilisé. Si le user block est plus utilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chunk alloué dedans, il va ou le mettre en cache, ou juste tout simplement le free. Ok, donc là on a fini la partie principale sur les algorithmes. Donc je vais vous parler un peu de toutes les protections qui ont été mises en place par Windows pour mitiger les corruptions mémoire sur la heap. Donc déjà, premièrement, peut-être se demander c'est quoi notre but quand on a une corruption mémoire sur la heap. Donc bon, le but c'est évidemment toujours d'avoir EIP, donc le pointeur d'instruction et le contrôle du programme. Mais en général, sur la heap, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, on n'est pas sur la stack, il n'y a pas nos valeurs de retour écrites dessus. Donc il peut y avoir d'autres choses, hein. Il peut y avoir au pif une vtable. Mais c'est pas toujours ça, c'est pas toujours le cas. Et le but c'est d'avoir quelque chose qui est le plus générique possible pour quand on a une corruption mémoire. Donc le but c'est à partir des métadatas des allocateurs de récupérer une écriture arbitraire, de trigger un free pour avoir un use after free ou n'importe quoi d'autre. Donc il y a plein de choses. À un moment, en 2008, il y avait eu quelque chose qui était sorti pour, à partir de la corruption de metadata, récupérer une leak. Voilà. Donc, une des premières choses qui a été implémentée au niveau de la protection de données, c'est le safe linking et le safe unlinking. Donc, en gros, c'est quand on a une liste doublement chaînée et qu'on va la mettre à jour, si on a pu corrompre notre liste doublement chaînée, ça va nous permettre une écriture de 4 bytes arbitraire, de 4 bytes qu'on choisit à une location qu'on choisit. Donc c'est juste génial parce qu'une fois qu'on peut faire 4 bytes qu'on choisit à une location qu'on choisit, on a presque gagné. Donc voilà. Ce check, donc c'est une technique qu'on entend parler en 2005 par Moore. C'est aussi une technique qui existait dans Malloc sur Linux. Et du coup, il y a le safe linking et unlinking. Donc basiquement, ça consiste à vérifier que nos données sont pas corrompues et que notre liste a toujours un sens. Donc c'est-à-dire que le précédent pointe bien sur le suivant du précédent pointe bien sur celui où on est et ainsi de suite. Donc ça a été commencé à être introduit dans Windows XP SP2 et en fait à chaque fois de plus en plus ils ont rajouté à chaque fois qu'il y avait une liste doublement enchaînée, ils refont ces tests. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est plutôt mort aujourd'hui. Alors Ben Hawks en 2008 sur un papier qui s'appelle Attack the Vista Heap a trouvé une technique. En fait, dans le free, il est possible, si on a le unused byte de notre header qui est marqué à 5, de dire qu'en fait notre header c'est pas le bon header et d'aller free ailleurs. Donc en gros c'est possible en disant qu'on va free une chunk, d'aller en free une autre. Donc c'était super bien parce que du coup on corrompait le header, on mettait 0x5, on contrôlait aussi le segment offset et du coup on se retrouvait avec un free semi-contrôlé à partir du free de cette structure là.
Le problème, c'est que depuis Windows 8, il y a un check parce que quand on doit rentrer dans ce cas-là, cette redirection de header, normalement, le header sur lequel on va rediriger a des propriétés particulières et donc il va vérifier qu'il les a. Du coup, ça veut dire que pour l'utiliser, il faudrait pouvoir corrompre le header de ce qu'on veut free et mettre les bonnes valeurs. Du coup, ça n'a plus de sens parce que si on peut corrompre le header de ce qu'on veut free, on a déjà gagné. Voilà. Donc Ben Hawks, il a parlé de plein d'autres techniques en 2008. Donc je sais pas quelle heure il est, ouais. Il y avait des overflows dans la low fragmentation heap. Ça marchait bien, sauf que en fait ils ont changé les structures. Donc les structures que je vous ai présentées, c'est celles de Windows 8.1. Et du coup, en gros, ça marche plus. Il avait un off by one qui permettait de changer la size. Et c'est pareil, c'était dans le header. Maintenant, la size, ça sert plus à ça, donc c'est pareil, ça marche plus. Et le heap overflow, en fait, il a sorti un payload qui permettait, si on corrompait le début de notre heap, de gagner directement l'exécution de IP. Donc maintenant, il y a des checks pour assurer que ça n'arrive pas. Et en plus, il y a j'ai envie de dire des canaries, mais c'est pas exactement ça. Pour vérifier, enfin, il y a des checksums pour vérifier que notre heap est bien, et ainsi de suite. Donc ensuite, en 2010, on a une technique qui est de Chris Valasek qui permettait d'avoir en fait de récupérer en fait une allocation à l'endroit qu'on voulait. Donc l'idée c'est qu'avant Windows 8, quand notre chunk était free, il y avait 2 bytes de plus qui étaient donc dans les user data, donc que pour les chunks free, qui disaient à quel offset était la prochaine chunk free. Et le truc c'est que du coup si on pouvait corrompre les métadatas d'une chunk free et en particulier ce champ, ce next offset, on allait décider on allait dire à l'allocateur en fait quel était le prochain offset qui était free, et du coup la fois suivante où on va vouloir alloc, donc ça veut dire qu'on corrompt, on a une première allocation de ce qu'on vient de corrompre et une deuxième allocation, et cette deuxième allocation elle va nous retourner en fait un pointeur sur là où on veut, enfin presque là où on veut, ce qui nous permet du coup de réécrire à un endroit où on ne devrait pas avoir le droit de réécrire, et du coup ça nous donne un plus grand contrôle. Sauf que du coup Next Offset c'était utilisé pour savoir où étaient nos chunk free. Maintenant dans User Data Header il y a la bitmap, donc on n'a plus besoin de ça, donc ça a juste été supprimé et du coup ça marche plus. Ok. Donc il y a pas mal de choses qui ont été introduites depuis sur Windows 8. Entre autres, il y a les guard pages, dont j'en ai parlé un peu au fur et à mesure. Quand on va créer un user block, il va y avoir un test pour savoir si on va mettre une guard page. Donc une guard page, qu'est-ce que c'est? En gros, quand on va créer le user block, il va ajouter une page à la fin du user block qui va mettre en page no access. C'est-à-dire qu'on n'a ni le droit d'écriture, ni le droit de lecture, ni le droit d'exécution. Donc en gros, si on touche à la page, bah, on va segfault. Donc on va fail et on a perdu. Le problème, c'est que donc, pour activer en fait ces guard pages, elles ne sont pas activées tout le temps. Donc il va falloir un certain nombre d'allocations. Et du coup, si on a un bon contrôle de notre heap, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas en réalité, mais ce qui est possible, on peut éviter de les déclencher et éviter de s'en servir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans le but de corrompre, d'éviter la corruption des métadatas de user block dans le cas d'un séquentiel, d'un overflow séquentiel, donc comme ceux que l'on a l'habitude linéaire. Voilà. Ils ont introduit autre chose aussi. Alors ce qui était marrant, c'est qu'avant Windows 8, quand on rentrait dans une fonction d'erreur, parce qu'il y avait eu un problème d'allocation, si ce flag n'était pas set, et il ne l'était pas par défaut, on n'allait pas avoir d'erreur. On allait juste continuer comme si de rien n'était. Du coup, on allait savoir qu'on est rentré dans une erreur, le programme le sait, on est rentré dans une fonction d'erreur, et quand même continuer comme si de rien n'était. Donc du coup, ça marchait pas. Du coup, ils ont introduit quelque chose qui s'appelle fast fail, qui est une interruption, donc int 0x29, et qui va juste arrêter l'exécution du processus. Donc c'est en gros, on va claquer ça et dire bon bah maintenant c'est fini. Ils ont introduit aussi quelque chose de sympathique. Pour les requêtes d'une certaine size, le backend allocator il va pas se casser la tête, il va dire c'est trop gros pour moi.
je vais directement demander au système de le gérer. Et du coup, il va se baser sur la memory, le virtual alloc. Du coup, avant Windows 8, l'avantage de ce genre de choses, c'était que leur emplacement était à peu près prévisible, même si pas forcément, mais on pouvait s'en douter. Et du coup, ça permettait de facilement deviner les adresses et du coup de corrompre plus facilement et d'arriver plus facilement à des cas où, grâce à du exprès, on arrive à corrompre des métadatas importants. Depuis Windows 8, ce qu'ils ont fait, c'est que le virtual alloc, il réserve ses pages et il démarre pas au début, il démarre au milieu. Donc on ne sait pas où c'est, ce qui fait que c'est gênant pour savoir, même si on peut prédire l'allocation des pages, on ne sait pas où ça commence, où commence notre structure. Donc l'allocation non déterministe, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose de random. Je vais revenir un peu après dessus. Voilà. Une autre technique qui a été introduite pour Windows 8. Donc tout ce que je vous ai parlé avant de vous parler des PageGuard, c'était avant Windows 8. Là, c'est une technique qui a été introduite pour Windows 8. C'était de se dire qu'on avait le Free Entry Offset réécriture qui nous permettait d'allouer à un endroit où on voulait. Et en fait, on pouvait encore le faire. Parce que quand on alloue, le calcul du header, ça va être celui-là. Donc ça va être notre user block, donc qui va y contenir le début, plus le first allocation offset et le nuint, donc notre position, fois le block stride. Donc l'idée c'était si on réécrit le first allocation offset et ou le block stride, qui était contenu donc dans le heap user data header, bah, on a gagné parce que du coup on va pouvoir allouer enfin, plus ou moins où on veut. Donc on arrive à une allocation plus ou moins arbitraire de l'adresse qui va nous permettre de réécrire des données. Donc c'est encore plus de contrôle. Donc ça c'est vrai sur Windows 8, ça marche très bien. Sauf que sur Windows 8.1, si vous vous souvenez des structures que j'ai mis au début, il y a le first allocation offset et le block stride, ils sont encodés. Donc ils sont encodés comme ça. Donc c'est encoded offset, c'est ce qui contient le first allocation offset et le block stride, avec l'adresse du user block, l'adresse de LFH et l'adresse de RTLP LFH key. Donc RTLP LFH key, c'est une valeur qui est initialisée de manière random à la création du process. Voilà. Donc là, on a couvert à peu près tout ce que Windows a fait depuis quelques années. J'ai pas de parler de tout, mais c'est beaucoup de ce qu'ils ont fait pour éviter les corruptions de données sur la HIP. Et donc, on en arrive aujourd'hui avec Windows 8.1 avec une des HIP probablement les plus sécures qu'on a jamais vues. Et en plus, on a du non-déterminisme. Donc du non-déterminisme, c'est super embêtant parce que genre rien que du coup un use after free qui était tout simple avant, on n'avait pas besoin de se prendre la tête, on allouait, on déclenchait le free, on réallouait et on déclenchait le use after free et on avait gagné. Bah là ça marche plus parce que le schéma d'allocation est plus pareil. Donc le problème c'est comment on arrive à réallouer quelque chose à la même position que ce qu'on vient de free. Donc vous savez, je vous ai parlé du tableau qui contient des valeurs qui sont initialisées à la création de la low fragmentation heap et qui sont remodifiées au moment de la création d'un subsegment. Du coup, si on ne recrée pas de low fragmentation heap ou si on ne rentre pas dans le cas de l'initialisation d'un subsegment, ces données, elles sont random, mais c'est toujours les mêmes. Et le tableau, il a une longueur fixe de 0x100 bytes. Donc, on va se retrouver au bout d'un moment à cycler. Or, on a notre compteur qui va être modulo 0x100 pour notre tableau. Du coup, c'est juste ce qu'on a juste à faire, c'est déclencher notre allocation, ensuite allouer et free juste après, ce qui va augmenter notre compteur à chaque fois 0x100 fois. On va revenir au même offset. Ensuite, on free ce qu'on veut utiliser pour le use after free. On réalloue et on réallouera au même endroit, nous permettant de l'utiliser. Par contre, donc ça a quelques contraintes. Il ne faut pas qu'il y ait d'allocation subsegment. Donc il faut qu'on contrôle bien la heap et la code base sur laquelle on travaille. Et du coup, c'est simple sur le papier, mais en pratique, ça peut être super compliqué. Et voilà, il faut être capable d'allouer et de free pour update le compteur autant de fois qu'on veut. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus.
Cette technique, bon, j'ai parlé des use after free, mais elle peut être cool aussi si on a un overflow et qu'on veut le placer juste devant une chunk qui nous intéresse d'overflow. Donc on a notre vulnérable chunk, on va l'allouer. Ensuite, on va allouer free pour 0x100. Donc on va se retrouver avec le même offset de départ dans notre bitmap. Et on va allouer la chunk qu'on veut overflow. Donc normalement, sauf si on n'a pas eu de chance et qu'on se retrouve juste après, juste à la fin de notre user block, donc bon, ce qui est possible, mais ce qu'on peut espérer pas trop probable. Donc, du coup, c'est pas fiable comme technique, mais ça marche. Enfin, ça va marcher dans la plupart du temps. On va allouer la chunk qu'on veut overflow, elle va être juste derrière, vu qu'on sera parti de du même endroit dans notre bitmap. Et on va trigger l'overflow et s'assurer qu'on overflow la suivante. Voilà, donc ça marche bien si aussi l'autre contrainte qu'on a, ça veut dire qu'il faut forcément que le suivant soit free. Donc ça veut dire qu'en gros, on n'a rien d'autre dans notre user block qui est alloué, à part ce que nous on fait. Donc ce qui est, je pense, assez rarement le cas. Et il faut toujours, pareil, enfin, ce que je disais, il ne faut pas se retrouver juste sur la dernière chunk, parce que du coup, bah, la suivante, c'est la première. Donc voilà, ça marche. Enfin, une technique donc, qui a été discutée par Valasek et Mant en 2012, c'est le bitmap flipping. Alors c'est 2.0 parce qu'il y avait un 1 dont je n'ai pas parlé. C'est pas grave. Quand, voilà. Quand on va free une chunk, on sait le bit qu'on va set à 0 pour dire que c'est free dans la bitmap grâce à notre header flash previous. Donc potentiellement, si on peut réécrire le header flash previous, on peut choisir à quelle position on va mettre un bit à 0. Donc on peut potentiellement déborder de notre bitmap pour mettre à 0. Donc ça nous permettrait de mettre un bit à 0, qui n'est pas très loin, parce qu'on n'a pas une taille infinie, mais bon, ça peut aider, donc ça peut être utile. Le problème, c'est que avant ce header flash previous, il y a le bout de structure qui va nous permettre de récupérer, qui est encodé, qui va nous permettre de récupérer le subsegment. Le subsegment qui nous permet de récupérer le user block dans lequel il y a la bitmap. Donc le problème, c'est que si on réécrit cette adresse encodée et qu'on la réécrit mal, ça va juste fail, ça va pas du tout faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc le problème, c'est de réécrire cette valeur encodée avec une bonne valeur. Donc en gros, il va falloir probablement une leak. Et en plus, il va falloir pas n'importe quelle leak. Genre, il va falloir la leak idéale pour pouvoir avoir la bonne valeur, enfin, pour pouvoir savoir quelle est la bonne valeur. Et tout ça, c'est pour mettre un bit dans la mémoire à 0. Donc ce qui ne nous permet pas forcément non plus grand-chose derrière. J'ai rien vu qui empêche cette technique de marcher, sauf que bon, du coup, elle est assez compliquée à mettre en place. Okay, donc on arrive à la conclusion. Donc c'est une petite citation de ce qu'a dit Ben Hawks en 2008, c'est que en gros, on a des attaques sur la HIP, c'est intéressant, mais que le futur, c'est vraiment les attaques spécifiques à une application. Donc c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Comme on le voit, il y a toutes les attaques qui étaient publiques, en gros, elles ont été patchées avec Windows 8.1. Donc, et les mécanismes de protection sont de plus en plus évolués. Voilà. Aujourd'hui, je pense, enfin, la HIP de Windows 8.1 est clairement la HIP la plus sécurisée qu'a jamais eu Windows. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de HIP qui peuvent concurrencer au niveau sécurité. Voilà, donc j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, ouais. D'abord, merci. Juste, je suis d'accord avec toi que Windows, ils font du super travail. Est-ce que le main problème, ce serait pas les gens qui développent leur propre allocateur par-dessus ce que fait Microsoft pour les aider à sécuriser leur logiciel? Je pourrais pas dire genre, pardon, Adobe. C'est une vraie question. Bah, oui, effectivement. Enfin, de toute façon, si on développe notre propre allocateur par-dessus, ça sert plus à rien. C'est plus la même chose, quoi. Donc, c'est comme si on compare l'allocation de Malloc et les corruptions sur Malloc et les corruptions sur Windows, c'est pas les mêmes. Voilà. D'autres questions?
Bah, merci.